Bonjour à tous, vous êtes bien en place? Alors, bienvenue dans cette nouvelle édition de Passe l'Info. Voici les titres aujourd'hui dans l'actualité nationale. Nous vous dévoilerons des infos sur Emmanuel Macron, bien entendu peu ou pas relayées. Ensuite, dans l'actualité internationale, vous verrez que Israël demande par un terme quelque peu significatif de travailler l'Afrique. Plus de détails dans la suite de l'émission. Et après quelques brèves, votre vidéo de la semaine. Actualité nationale, comme je le disais en titre, les scandales de Macron peu relayés. Pendant que la presse tente de relancer le feuilleton Fillon, c'est un autre parfum de scandale qui a été révélé la semaine dernière. Le laboratoire Servier, fabricant du Mediator et qui est aussi connu pour ses techniques occultes de lobbying, s'avère être l'inspirateur principal du volet santé du programme d'Emmanuel Macron via un expert grassement rémunéré, a-t-on appris. Son nom, un certain Jean-Jacques Mourad. Hasard ou conséquence, le leader d'En Marche a plaidé pour un meilleur remboursement des médicaments vendus par ce même laboratoire. Et Macron, au cœur du scandale, on connaissait Bernard Mourad, l'ancien banquier de Patrick Drahi. C'était pour mieux cacher le frère. Jean-Jacques Mourad, cardiologue de son état, est désormais ancien conseiller santé d'En Marche. Aux côtés d'Emmanuel Macron pour prodiguer des conseils en matière de santé, le cardiologue était également, et il ne s'en est pas vanté, consultant grassement rémunéré par des firmes pharmaceutiques, dont le tristement célèbre laboratoire Servier, vertueux institut du Mediator. Ça donne le ton. Je veux que les hypertendus sévères soient désormais pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Prise en charge à 100%, c'est donc une bonne nouvelle pour le chiffre d'affaires des laboratoires comme Servier. Servier qui réalise un quart de ses ventes sur cette maladie. Et il se trouve que le cardiologue Jean-Jacques Mourad connaît bien Servier. Regardez le nombre d'interventions qu'il a réalisées pour le laboratoire. C'était entre 2013 et 2016, plus de 66 interventions, soit en moyenne 1 à 2 interventions par mois. Cette pratique constitue une véritable collusion entre les laboratoires pharmaceutiques, les politiques et les médias. Cette révélation provient du docteur Irène Frachon, connue du grand public pour avoir dénoncé ce même scandale du Mediator. Elle précise que le représentant santé Jean-Jacques Mourad était en fait rémunéré par le laboratoire pour des montants qui pourraient avoisiner le million d'euros pour la seule année de 2016. On est clairement face à un des plus gros lobbyistes de Servier, un des plus grassement rémunérés. Dans le domaine de la cardiologie, qui est précisément le domaine où Servier est mis en examen pour avoir précipité des milliers de gens dans le drame de l'insuffisance cardiaque. Donc on est vraiment au cœur, dans le symbole d'un dévoiement total. Suite à cette fuite, il y a quelques jours, Jean-Jacques Mourad a dû démissionner en raison de ses liens d'intérêt importants avec le laboratoire Servier. Alors que les médias restent évasifs sur ce scandale, on apprend qu'une pétition intitulée « Pour qu'une enquête soit ouverte sur les scandales Macron » a été lancée par David Van Elmerick, membre de l'association Rassemblement Action Justice. L'absence d'enquête semble démontrer une inégalité de traitement entre les citoyens. Macron semble être protégé, a-t-il affirmé. Alors une question est à se poser, la pétition porte-t-elle déjà ses fruits ? Mardi dernier, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour favoritisme. En cause, le déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas. Vous avez bien entendu Las Vegas, premier dossier sur lequel l'auteur du document souhaitait enquêter. Cette rencontre du candidat avec des chefs d'entreprise français a été organisée en 2016 sans appel d'offres et son coût est estimé à quelques 380 000 euros. Janvier 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, est ovationné par plus de 500 personnalités et dirigeants de start-up français lors d'une soirée à Las Vegas dans le cadre du Rassemblement mondial des acteurs de l'innovation technologique. Seul hic, cette soirée très coûteuse aurait été organisée sans aucun appel d'offres selon le Canard enchaîné. Cette opération de séduction, montée dans l'urgence à la demande express du cabinet du ministre, a été confiée au géant Havas par Business France, sans qu'aucun appel d'offres ait été lancé. Parmi d'autres dossiers éveillant les soupçons des mouvements anticorruption, figure le soupçon de trafic d'influence du lobby pharmaceutique et notamment Servier, et les déclarations suspectes pour l'impôt sur le revenu et l'ISF. Vu que les avoirs de l'ancien ministre de l'économie ont été amputés de 2,8 millions d'euros. Par conséquent, les délits potentiels attribués aux candidats sont faux, usage de faux, recel et fraude fiscale. Emmanuel Macron a été rattrapé par l'impôt de solidarité sur la fortune qu'il doit
payés depuis 3 ans. Des informations révélées par nos confrères de Mediapart et du Canard enchaîné. Des vérifications ont conduit à une réévaluation du patrimoine immobilier du couple Macron. Le ministre de l'économie et sa compagne ont dû s'acquitter de 3 années d'imposition sur la fortune. Est-ce que vous n'avez pas sciemment sous-estimé ce bien dans les années 2013 et 2014 pour ne pas payer l'ISF ? N'auriez-vous pas pu l'évaluer correctement avant d'être un peu comme ça rattrapé d'une certaine façon par la patrouille ? Vous avez totalement raison. Mais sur ce sujet, c'est bien parce que je pense qu'il ne faut aucune négligence ou complaisance que moi-même, pour évaluer ce bien immobilier, parce que vous savez, ces biens immobiliers, c'est une station balnéaire où les prix ont beaucoup varié, j'ai fait faire une expertise indépendante. Et donc, la déclaration fiscale que je fais, avant tout redressement, en tant que contribuable lambda, c'est une déclaration que je fais faire en demandant à un expert indépendant. Ce contrôle fiscal a fait que le vérificateur, en produisant des comparables, parce qu'il va regarder les transactions, a évalué beaucoup plus cher. C'était même beaucoup plus qu'1,4 million au début. Je pense qu'objectivement, si on était dans un système qui fonctionne et s'autorégule, des gens auraient pris leurs responsabilités en regardant les choses. Parce que j'étais ministre à Bercy, je n'ai pas voulu négocier. Vous, comme contribuable, si vous êtes pris dans une telle situation, vous négociez. L'évidence, parce que vous allez dire, moi je ne suis pas d'accord. Regardez, j'ai pris un expert, il n'est pas plus bête que vous. Et donc, vous rentrez dans une transaction. Je crois d'ailleurs que beaucoup de responsables politiques sont encore en transaction, qui avec l'administration fiscale, qui avec la haute autorité. Au moment où je vous informe, la pétition a été signée par 20 252 personnes et le nombre ne cesse de croître. Actualité internationale, Israël et l'Afrique. Benjamin Netanyahou a donné instruction à ses ambassadeurs en Afrique de travailler les pays du continent afin d'obtenir leur soutien diplomatique dans les instances internationales concernant la question de la Palestine occupée. Il souhaite aussi se faire une place au soleil sur ce continent regorgeant de richesses où les potentialités économiques sont énormes. Pour ce faire, Israël a entamé depuis un certain temps une stratégie de séduction en vue de développer ses relations avec l'Afrique. Cette véritable offensive s'est accélérée l'année dernière avec le déplacement qualifié d'historique de Benjamin Netanyahou sur le continent. Conséquence de cette visite, le Togo vient d'annoncer via son chef de la diplomatie en visite à Jérusalem récemment qu'il organiserait la première conférence Israël-Afrique de l'histoire. L'ambition du président Faure Gnassingbé est de réunir toute l'Afrique à Lomé pour définir les contours du nouveau partenariat entre l'Afrique et Israël. Le chef du gouvernement du régime colonial israélien a accepté l'invitation pour l'événement, au cours duquel 20 à 25 pays de tout le continent africain devraient participer, moins de la moitié. Incroyable élan de certitude pour le représentant du petit État togolais dont le poids politique, diplomatique ou économique est quasi insignifiant. Bienvenue. Welcome to Israel, welcome to Jerusalem. Monsieur le Président, bienvenue à Jérusalem. Bienvenue à Jérusalem, bienvenue à Israël. It's a great pleasure. C'est un grand plaisir. Merci. À vous recevoir. Vous, Monsieur le Président, la délégation, c'est très important pour nous. Togo est très important pour nous. We have a great relationship, a great friendship. Nous avons une très belle amitié. Très belle amitié. And we are seeking to intensify our cooperation and our friendship. Et nous voulons renforcer, intensifier notre amitié et nos relations. D'autant plus que bien des pays du continent ne l'entendent pas de cette oreille, comme l'a rappelé le vote par plusieurs d'entre eux de la résolution de l'ONU condamnant la colonisation par Israël des territoires palestiniens occupés après la décision historique des États-Unis de ne pas exercer leur droit de veto en fin d'année dernière. Lors de cet événement, même certains États qui entretenaient des relations diplomatiques avec l'entité sioniste, tels que le Sénégal et l'Angola, avaient voté en défaveur du régime colonial. Cela avait d'ailleurs entraîné le courroux de Tel Aviv et une quasi-rupture unilatérale des relations avec l'entité coloniale qui avait aussi mis en œuvre des mesures de rétorsion économique.
L'Éthiopie vient tout juste d'être élue pour 2 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies et son Premier ministre a promis de soutenir Israël à l'ONU. Il a également promis d'aider Israël à obtenir un siège d'observateur auprès de l'Union africaine, une organisation qui affiche régulièrement sa solidarité avec les Palestiniens. Benjamin Netanyahou a dit devant les parlementaires éthiopiens qu'il veut ouvrir une nouvelle ère avec l'Afrique, une opération séduction qui se traduit par une coopération accrue pour aider l'Éthiopie à moderniser son agriculture, développer son tourisme, accéder à de nouvelles technologies, un partenariat que Benjamin Netanyahou propose d'étendre à tous les pays africains qui le souhaitent. Nous croyons en l'Afrique, a-t-il dit au Parlement éthiopien, et nous voulons voir des ambassades israéliennes s'ouvrir sur l'ensemble du continent africain. Rappelons aussi que la réalisation des objectifs d'Israël en Afrique se heurte aux obstacles de taille que sont principalement l'Algérie et l'Afrique du Sud, qu'elle cherche à neutraliser. Plusieurs experts affirment que tout est mis en œuvre pour neutraliser l'Algérie économiquement, diplomatiquement et militairement, afin d'avoir les mains libres sur le continent. Malgré la distance qui les sépare, l'entité sioniste a toujours considéré l'Algérie comme une menace potentielle de premier plan. En effet, ce pays du Maghreb, qui possède l'une des armées les plus puissantes d'Afrique et du monde arabo-musulman, reste fermement et historiquement hostile à l'entité criminelle israélienne. L'Algérie est l'un des rares pays arabes à ne pas entretenir de relations diplomatiques ou commerciales avec l'entité sioniste, et des relations historiques et de profonds liens d'amitié l'unissent à la Palestine. Le peuple algérien, structuré par une forte culture anticoloniale, a toujours fait preuve d'une solidarité sans faille à l'égard du peuple palestinien dont il a longtemps hébergé les dirigeants. Quant à l'Afrique du Sud, Israël compte manœuvrer de sorte à influer sur sa politique intérieure via ses différents relais sur place. 2 autres pays africains qui posaient problème, le Nigeria et le Soudan, ont pour leur part été neutralisés. Le premier en raison des graves problèmes sécuritaires internes qu'il connaît avec la filiale africaine de Daesh, Boko Haram. Quant au second, son président Omar el-Béchir vient d'officialiser de manière indirecte sa soumission envers l'État colonial israélien en annonçant la rupture des relations diplomatiques de son pays avec l'Iran. Cela dans le but d'obtenir l'annulation des poursuites lancées contre lui par la Cour pénale internationale. Londres. L'ancien maire dénonce la stratégie américaine au Moyen-Orient. Ken Livingstone, homme politique britannique et maire de Londres de 2000 à 2008, a livré quelques impressions sur l'état actuel de la géopolitique à la chaîne Russia Today. Voici ses propos. Une partie du problème, c'est que dans les années 80, les États-Unis ont commencé à financer des groupes fondamentalistes musulmans, dont les Saoudiens finançaient les plus extrémistes, tels que Al-Qaïda. L'Occident dénonce le terrorisme islamiste, alors que ses origines remontent aux années 80. L'Occident doit être conscient que nous avons financé la création de l'extrémisme et du terrorisme qui en découle. Il faut mettre un terme à tout cela, ce qui signifie exercer des pressions sur l'Arabie Saoudite, qui est toujours un sponsor majeur des groupes terroristes dans le monde musulman. L'Asie dénonce l'apartheid israélien. Les États-Unis ont réclamé mercredi le retrait d'un rapport onusien accusant Israël d'imposer aux Palestiniens des conditions pouvant s'apparenter au régime d'apartheid. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait pris ses distances face à ce rapport émanant de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale. Mais l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU l'a exhorté à envoyer le texte au rebut. Les États-Unis sont outrés par ce rapport, a indiqué Nikki Haley dans un communiqué. Le secrétariat des Nations Unies a eu raison de prendre ses distances à son propos, mais il devrait aller plus loin en retirant complètement le rapport. Le texte conclut que les éléments disponibles établissent au-delà du doute raisonnable qu'Israël est coupable de politique et de pratiques constitutives du crime d'apartheid. On s'attendait à ce qu'Israël et ses alliés exercent une énorme pression sur le secrétaire général des Nations Unies pour qu'il renonce au rapport, et le secrétaire général de l'ONU m'a demandé de le retirer. Le rapport a été publié par la CESAO, la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale. Sa secrétaire exécutive Rima Khalaf a depuis démissionné.
Le porte-parole de M. Guterres, Stéphane Dujarric, a ainsi démenti que la décision d'accepter la démission de Rima Khalaf soit le résultat de pression des États-Unis. Il a toutefois précisé que le rapport avait été retiré du site internet de la CESAO. For the simple truth is that for as long as Israel has been a member of this institution, Israel has been treated differently from other nations at the United Nations. And not only in decades past, such as the infamous resolution that the General Assembly adopted in 1975 with the support of the majority of member states, officially determining that Zionism is a form of racism, but also in 2016, this year. One need only look at the 18 resolutions against Israel adopted during the UN General Assembly in September, or the 12 Israel-specific resolutions adopted this year in the Human Rights Council, more than those focused on Syria, North Korea, Iran, and South Sudan put together. To see that in 2016, Israel continues to be treated differently from other member states. Chine, une ligne de communication quantique inviolable inaugurée. La Chine a construit la première ligne de communication quantique commerciale, couvrant une distance de 260 km. Elle relie Shanghai à Hangzhou et fera partie d'un projet plus ambitieux allant jusqu'à Pékin. Son coût de construction a été de 25 millions de dollars. Pour transmettre des informations, la ligne utilise des protons qu'il est impossible de séparer. L'état quantique de ces protons ne peut pas être cloné. Ainsi, il est absolument impossible de mettre la ligne sur écoute, a déclaré le vice-président de la société de construction. Selon ce dernier, son entreprise s'occupe actuellement de connecter au réseau les autorités des banques et des entreprises. La ligne inaugurée fait partie d'un projet encore plus ambitieux, une ligne de communication quantique reliant Shanghai à Pékin. La distance couverte sera de près de 1200 km. La communication quantique est connue pour sa sécurité extrêmement élevée, car un photon ne peut être ni séparé ni dupliqué. Ces communications utilisent des photons qui sont des particules de lumière et sont extrêmement sûres car toute tentative d'indiscrétion affecte l'état des photons, rendant toute intrusion évidente pour les expéditeurs et pour les receveurs du message. France. Certains compteurs intelligents surestimeraient la consommation électrique. Voilà une étude qui pourrait servir les opposants à Linky, ce compteur dit intelligent censé faire baisser les factures d'électricité. D'après une étude universitaire publiée début mars dans une revue scientifique néerlandaise, dans certains cas le compteur Linky donnerait des résultats près de 6 fois supérieurs à la consommation réelle d'électricité d'un foyer. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs néerlandais ont testé 9 compteurs fabriqués entre 2004 et 2014, qui ont été reliés par l'intermédiaire d'un tableau électrique à différents appareils. Ils ont ensuite comparé la consommation réelle du système avec les lecteurs du compteur d'énergie électronique. Résultat, 5 des 9 compteurs ont affiché des données supérieures à la quantité d'électricité réellement consommée. Comment expliquer de telles disproportions? D'après les chercheurs, c'est à cause de la conception du compteur qui ne serait pas adapté aux ampoules à basse consommation, LED. Ces nouvelles ampoules ne forment pas des ondes parfaites et rendent par conséquent le compteur électrique plus difficile à mesurer, expliquent les auteurs de l'étude. En France, un chantier pharaonique de 5 milliards d'euros géré par ERDF est prévu en 2021. Les 35 millions de foyers raccordés au réseau électrique disposeraient alors d'un compteur Linky. T'as pas ton livre, tu sors de la classe. C'était l'excuse parfaite. On était une quinzaine. Tu veux pas mon livre, madame? Hop, tout le monde sortait, on allait jouer au baby-foot. À la fin de l'année, quand c'était fini, de toute façon ma mère jetait tous les bulletins, puisque je gardais juste la trousse avec les stylos, je gardais mon sac et je virais tous mes cours, quoi. Tous les cahiers de français, de maths, tout allait à la poubelle. On nous apprend le théorème de Thalès et Pythagore, mais on ne sait pas à quoi ça va nous servir. Il est où le lien avec notre réalité à nous? Souligne les noms et les groupes du nom attributs du sujet. Ça rentrait par là, ça ressortait par là, et je pensais à ma partie de pêche, à mon match de rugby ou à ma sortie de vélo. Je me sentais mais minable quoi à l'école. Je
voulais réussir. J'avais pas envie de rater ma vie, j'avais pas envie d'avoir de mauvaises notes, de redoubler. J'avais peur de ça, j'avais peur de l'échec aussi. Beaucoup, et je pense que je le garde aujourd'hui. Tu dois même pas être moyen, tu dois être bon. Et quand t'es pas bon, parce que moi je suis moyenne, tu vois, c'est moyen. Et puis si j'étais plus molle du bulbe qu'un autre, j'ai pas le droit. Faut que je sois bonne. Je vais être évaluée comme quelqu'un de moyen. Pour moi, l'école, c'est la souffrance. C'est une très grande souffrance. On doit être un petit peu psychologue. Malheureusement, on n'a pas de formation pour ça. Troisième ligne. Combien de fois on entend par exemple des profs dire « Ah, on est en retard sur le programme ». Je trouve ça effarant. C'est effarant comme réflexion. Ce que j'aurais juste peut-être aimé entendre, c'est « Mais tu peux y arriver, puisqu'on est là pour t'aider ». Une maîtresse, elle est là pour fabriquer des mauvais élèves, qu'elle le veuille ou non. Parce qu'une maîtresse qui donnerait que des bonnes notes et qui ferait que des bons élèves, elle serait virée. C'est une question, mais est-ce que la moitié des profs ne sont pas des gens mal orientés ? C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre tout au long de la semaine sur notre page YouTube, notre Facebook et sur notre blog. Merci à tous d'être aussi fidèles. À la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, passez l'info.